Monter, s'élever, transcender, c'est une idée, une aspiration qui était bien aussi vieille que la conscience humaine. Mais au fond, qu'est-ce que ça signifie vraiment? Est-ce que le but, c'est de s'échapper de ce monde, ou au contraire, d'y revenir mais complètement transformé? C'est cette question absolument fondamentale qu'on va explorer ensemble. Voilà, c'est vraiment la question centrale de notre exploration. Parce que s'élever, ce n'est que le début du voyage, ce n'est jamais la fin. Alors c'est quoi la destination? Et surtout, quel est le but du retour, si seulement il y en a un? C'est ce qu'on va tenter de décrypter. Pour bien comprendre ce chemin ascendant, le mieux c'est de commencer par cartographier un peu les phénomènes connus. Comment est-ce que la conscience fait l'expérience de se séparer du corps physique? Il semble qu'il y ait en gros 3 portes principales. Alors, on a d'abord la méditation ascendante, qui est une voie volontaire très progressive. Ensuite, il y a les expériences de sortie de corps, qu'on appelle souvent OBE, et là, ça peut être soit volontaire, soit complètement spontané. Et enfin, les expériences de mort imminente, ou EMI, qui elles sont totalement involontaires, toujours déclenchées par une crise majeure. Ce tableau, il est très parlant, car il met en lumière des différences absolument cruciales. Prenons le contrôle, par exemple. Il est très élevé en méditation, il devient variable dans les OBE, et il est carrément absent dans les EMI. Ou l'objectif. On part de la pure transcendance, on passe à l'exploration, pour finir avec une transformation qui est subie, mais incroyablement profonde. On voit bien qu'on a affaire à 3 chemins, avec des logiques très très distinctes. Bon, maintenant passons du côté de la science pour voir comment elle peut éclairer un peu tout ça. Que se passe-t-il dans le cerveau quand la conscience a l'air de se détacher du corps? Et là, les découvertes sont fascinantes. Voici la zone clé, la fameuse jonction temporo-pariétale. C'est elle qui joue le rôle de chef d'orchestre, qui assemble toutes nos sensations pour nous donner ce sentiment si évident d'être ici, à l'intérieur de notre corps. Et les recherches montrent que si on perturbe cette zone, on peut déclencher des sensations de sortie de corps. C'est un peu comme si on appuyait sur l'interrupteur qui ancre notre conscience. Et c'est là qu'on tombe sur un paradoxe qui laisse les neuroscientifiques perplexes. Si la conscience n'est qu'un produit du cerveau, comment expliquer que les expériences les plus lucides, les plus intenses, se produisent justement au moment où le cerveau est en train de lâcher? Ici, le paradoxe devient carrément vertigineux. En quelques secondes à peine après un arrêt cardiaque, l'électroencéphalogramme devient plat, zéro activité. Le cerveau devrait être silencieux. Et pourtant, c'est précisément à ce moment-là que des personnes décrivent une hyperclarté, une réalité qui leur semble plus réelle que la réalité de tous les jours. Ce décalage, ça pose une question fondamentale sur la nature même de la conscience. La science, elle décrit le comment, mais elle ne dit rien sur le pourquoi. Alors tournons-nous vers les traditions spirituelles pour explorer la finalité de cette fameuse ascension. Pourquoi chercher à monter? Quel est le but? On peut distinguer 3 grandes motivations. Dans la moitié des cas, l'objectif c'est la libération finale, le fameux moksha. Pour environ 30%, il s'agit plutôt d'explorer pour acquérir des connaissances. Et pour les 20% qui restent, eh bien c'est une transformation imposée par les événements, comme dans le cas des IMI. Pour résumer, on a donc le yoga classique, qui vise une sortie sans retour, une libération définitive, les pratiques de sortie de corps, qui sont conçues comme un aller-retour pour enrichir la vie ici et maintenant, et les EMI, qui sont une sorte d'initiation forcée par la vie elle-même, qui change une personne à tout jamais. Et maintenant, on arrive à un point de bascule dans cette analyse, une idée qui vient remettre en question à peu près tout ce qu'on vient de voir. Et si monter, ce n'était en fait que la moitié du chemin? Et si la partie la plus importante avait été oubliée? Cette phrase du philosophe et yogi Sri Aurobindo, elle change toute la perspective. L'ascension pour l'ascension, cette fuite vers le haut, eh bien ça ne sert à rien si ça ne débouche sur rien de concret. C'est stérile. Cette comparaison, elle illustre parfaitement ce changement de paradigme. À gauche, on a la spiritualité classique de la fuite. On quitte le monde et on le laisse tel quel. À droite, c'est la vision d'Aurobindo. On monte pour aller chercher une force, une lumière, et ensuite on la ramène pour transformer la matière, la vie, le monde. C'est de loin le travail le plus difficile, mais c'est aussi le plus essentiel. Aurobindo, il décrit ce processus comme une sorte de double hélice. D'un côté, il y a une aspiration de tout notre être qui monte, et de l'autre, en réponse, il y a une grâce, une force supérieure qui descend. Et l'un ne peut pas aller sans l'autre. La montée prépare la descente, et c'est la descente qui accomplit le but de la montée. Mais l'exploration ne s'arrête pas là, et si même cette idée de montée et de descente n'était qu'une étape, et pas la destination finale, et si le voyage lui-même était une illusion qu'il fallait dépasser? Cette phrase de l'explorateur Jean-Luc Ayoun, c'est une véritable déflagration. Après des décennies de voyage hors du corps, sa conclusion est radicale. Le but, ce n'est pas de sortir. Le but, c'est de réaliser que l'univers entier est déjà à l'intérieur. La véritable réalisation, elle est donc là. Le grand basculement se produit au moment où le voyage s'arrête.
pas parce qu'on est arrivé au but, mais parce qu'on comprend que la destination a toujours été le point de départ. Tout est déjà là. Et tout ça nous amène à la question finale, celle qui redéfinit toute la quête. Le but n'est plus de se déplacer le long d'un axe, de monter ou de descendre, non. Le but, c'est de changer complètement de perspective, de passer de l'état de quelque chose dans l'univers à la réalisation d'être le contenant de l'univers. Et tout ça, ça se résume peut-être en un seul mot. Un mot utilisé par Jean-Luc Ayoun, agapé. L'amour inconditionnel. L'état où il n'y a plus aucune séparation, plus de haut, plus de bas, plus de contenant ni de contenu. Juste une unité parfaite et simultanée. La fin de toute distance.